Alors, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce moment d'échange autour des signes du mal-être du cheval. Je vais me présenter avant toute chose. Donc moi, je m'appelle Alexandra Méliard. Je suis comportementaliste. J'ai été formée à l'université de Rennes par des scientifiques qui étudient depuis de longues années le comportement des chevaux. Et aujourd'hui, je suis spécialisée sur le cheval en soins et tout ce qui va tourner autour du comportement du cheval en soins. Donc ça va être les comportements de douleur, les comportements de mal-être, les manipulations du cheval en soins. Je fais un peu de medical training aussi. Et surtout, tout ce qui va être les solutions pour traiter le mal-être chez les chevaux ou pour aider les chevaux qui sont confinés en box strict suite à une maladie, pour essayer de faire en sorte qu'ils gardent le moral et donc qu'ils aient une convalescence et une guérison un peu plus fiable, puisqu'on sait que, comme pour nous, les chevaux, s'ils ont le moral, ils guérissent plus vite. Je suis aussi une des fondatrices de l'association Equibi, qui est l'association qui travaille pour le bien-être et l'environnement équin. Donc l'idée, c'est de proposer des solutions autour des écosystèmes du cheval, donc tout ce qui va être équipiste, écurie active, mais aussi des pâturages tournants, par exemple. Et l'idée, c'est de regarder le bien-être, en tout cas moi, pour ma partie comportementale, c'est de regarder le bien-être des chevaux, de voir si les chevaux sont d'accord avec les lieux qu'on leur propose. Aujourd'hui, je forme essentiellement des professionnels, des vétérinaires, des éleveurs, d'autres comportementalistes, et je fais aussi des consultations sur le mal-être, sur l'enrichissement du milieu de vie, et je fais aussi des suivis de comportements de douleur pour aider les vétérinaires, entre autres, à mieux suivre la douleur. Voilà pour une présentation rapide. Alors, là, cet après-midi, on se donne une grosse demi-heure. Je vais vous parler des signes de mal-être chez le cheval. Vous pourrez, c'est interactif, vous pourrez poser vos questions. Je ferai attention à répéter vos questions pour que le direct soit assez fluide pour les gens qui ne vous entendront pas forcément très bien. Et puis, à la fin de la présentation, si vous avez encore quelques questions, on peut les voir, mais n'hésitez pas à les poser en même temps pas en même temps que je parle, hein, bien sûr, mais au fur et à mesure de la conférence. Alors, moi, j'avais déjà une petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez des signes de mal-être? Et si oui, lesquels? Est-ce que vous pourriez m'en citer? Chez le cheval. Chez le cheval, oui, parce que moi, il n'y a que cette espèce-là que je travaille. Hein. Après, je connais un peu chez l'homme aussi, enfin chez l'humain, mais chez le cheval, on va rester sur ce sujet-là aujourd'hui. D'accord, tout ce qui est stéréotypie. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est que la stéréotypie? Voilà. Alors, la stéréotypie, c'est ce qu'on appelle l'éthique. Hein, l'éthique, les chevaux qui font du tic à l'air, du tic à l'appui, du tic à l'ours. Donc le tic à l'ours, hein, c'est le cheval qui va se balancer comme ça d'un pied sur l'autre devant son box, ou pas forcément que devant son box d'ailleurs. Le tic à l'appui, c'est un cheval qui va venir appuyer sa mâchoire supérieure sur un objet, souvent c'est la porte du box, et il va appuyer dessus et avaler de l'air. C'est dans l'éthique les plus connues, et c'est ce qu'on appelle scientifiquement des stéréotypies. Est-ce que vous en connaissez d'autres, des signes de mal-être? Alors souvent, vous n'en connaissez pas d'autres parce que c'est les seuls qu'on connaît. Et non seulement c'est les seuls qu'on connaît, mais en plus on est toujours capable d'en citer 3 ou 4. Le tic à l'ours, le tic à l'appui, le tic à l'air. Sauf qu'il en existe des dizaines, voire des centaines de stéréotypies. Et qu'en fait, en général, on ne les voit pas. Alors, comment on se rend compte qu'un cheval a une stéréotypie? En fait, la définition de la stéréotypie, c'est un comportement qui va être répétitif sur une minute ou sur plusieurs minutes d'affilée. Le cheval va répéter ce comportement. Et c'est comme ça
qu'on va déterminer que c'est une stéréotypie. Je vais vous en reparler dans un instant. Mais avant, j'aimerais aussi qu'on définisse le mal-être chez les chevaux. Le mal-être chez les chevaux, la définition, elle est assez proche du mal-être chez l'humain. En fait, c'est une dégradation de l'état psychique de l'individu. C'est-à-dire qu'en gros, il ne se sent pas bien mentalement. La douleur, c'est une dégradation ou un inconfort physique. Le mal-être, c'est une dégradation ou un inconfort psychique. Donc ça veut dire qu'au moment où le cheval va émettre un comportement de mal-être, il est en train de vous dire « je ne vais pas bien ». D'accord ? Là, on va pouvoir identifier comment ce mal-être. Il y a plusieurs solutions. La plus simple, c'est la solution comportementale. Mais il faut savoir qu'en fait, le mal-être, comme chez l'humain, ça va aussi modifier les caractères physiologiques de l'individu. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, on va produire plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. On peut avoir une fréquence cardiaque augmentée. On peut avoir tout un tas de paramètres physiologiques qui vont se modifier. Sauf que nous, c'est pas très facile à regarder comme ça. Donc, si je peux pas récupérer l'image, ça va être ballot. Si, c'est bon. C'est pas forcément facile à regarder un paramètre physiologique. Et puis, il y a une autre solution aussi pour regarder, au-delà du comportement même du cheval, il y a la relation à l'humain. On s'est rendu compte, avec les études, que quand la relation à l'humain n'était pas bonne, parfois, il s'agissait de mal-être. Pas toujours. Le mal-être, il a aussi une autre caractéristique, c'est qu'il y a rarement un seul facteur qui va provoquer du mal-être. C'est quasiment toujours multifactoriel. Donc ça peut être les conditions de vie, la relation à l'humain, une incompréhension du cheval, un stress extrêmement fort d'un seul coup, par exemple un stress thermique, typiquement. Donc ça va toujours être lié à plusieurs facteurs qui vont venir dégrader la santé mentale du cheval. Je vérifie juste que je n'ai rien oublié de vous dire. Il y a quelque chose d'important aussi que je voulais dire, c'est que on peut difficilement parler de bien-être sans parler de mal-être. C'est-à-dire que si on veut dire « mon cheval, il est bien », il faut pouvoir être sûr que le cheval n'exprime pas de mal-être. Ça, c'est une constante. Et puis, la deuxième chose, c'est que, en fait, le mal-être, il n'y a que le cheval qui l'exprime. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas extrapoler, vous ne pouvez pas interpréter. C'est comme le bien-être. Le bien-être, c'est pas à vous de dire si le cheval il est dans le bien-être ou pas. C'est le cheval qui vous dit s'il est dans le bien-être ou pas. Donc ça reste, c'est une partie de mon travail, c'est de rester centré sur le cheval. On appelle ça une démarche cheval centrée. C'est d'aller regarder toujours du côté du cheval, qu'est-ce qui se passe. Après, le mal-être, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il peut apparaître à des moments très courts parce qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans la vie du cheval et qui ne lui a pas convenu, et disparaître totalement. Il peut être là très présent pendant des années et disparaître et réapparaître. C'est quelque chose qui est temporaire. En tout cas, on essaye de faire en sorte que ça ne soit pas chronique, parce que sinon c'est un problème. Alors, dans les différents signes de mal-être qu'il y a effectivement les stéréotypies. Pourquoi les stéréotypies sont mal détectées ? Parce qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, on cite toujours les 4-5 mêmes stéréotypies. Or, il y en a des centaines d'autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la stéréotypie, c'est la définition, c'est un comportement qui va être répété plusieurs secondes, pendant plusieurs minutes ou pendant toute la journée. Ça, c'est la définition. Donc, dès qu'un cheval a un comportement répétitif, on a la même chose chez les ours en cage, on a les mêmes choses chez les lions en cage. En fait, tout ça, c'est du mal-être. C'est exactement le même phénomène qui se passe chez tous ces animaux. C'est des animaux qui vont répéter un comportement
Alors pourquoi répète-t-il ce comportement? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un phénomène neurologique adaptatif. C'est-à-dire qu'en répétant ce comportement, le cerveau va générer une hormone qui s'appelle l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur, qui est une hormone qui va dégager un bien-être dans le cerveau. Et donc, en fait, le comportement répétitif va activer une réaction physiologique dans le cerveau du cheval et va donc, du coup, déclencher l'hormone du bonheur. Donc, en fait, quand un cheval fait une stéréotypie, c'est pas là qu'il est mal. En fait, il fait ça pour aller mieux. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des centaines de stéréotypies. C'est-à-dire que les chevaux, ils peuvent en inventer plein. Ils apprennent, en fait, qu'en faisant ce comportement répétitif, quelque chose fait qu'ils vont mieux. Donc, vous avez certainement vu des vidéos, il y en a plein YouTube, des vidéos où vous avez des chevaux qui tapent les lèvres, qui sortent la langue, et ça fait beaucoup rire les gens. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas drôle du tout. C'est un cheval qui est en train d'exprimer un mal-être. Donc ça, c'est les stéréotypies. C'est très important parce qu'en fait, quand un cheval émet des stéréotypies, c'est vraiment qu'il n'est pas bien et qu'il va falloir qu'on trouve des solutions pour l'aider. Le deuxième comportement de mal-être qui est extrêmement fréquent et qui n'est pas du tout considéré comme tel, c'est l'agressivité envers l'humain, je précise. Alors l'agressivité envers l'humain, c'est toujours un signe de souffrance de l'animal. Toujours. Il n'y a pas de chevaux caractériels, il n'y a pas de chevaux mauvaise humeur. Il n'y a que des chevaux qui sont en train de dire qu'ils souffrent. L'agressivité, elle peut s'exprimer pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il y a une mauvaise relation à l'humain, soit parce qu'il y a du mal-être, soit parce qu'il y a de la douleur. Vous avez peut-être tous déjà vu un cheval qui est hyper gentil habituellement, il se blesse, il devient agressif. Parce qu'il a mal. Donc ça marche pour la douleur, mais ça marche aussi pour le mal-être. C'est-à-dire que les chevaux qui vont avoir tendance, quand vous passez devant le box, à mordre, qui vont coucher les oreilles systématiquement à l'approche de l'humain, c'est souvent qu'il y a du mal-être derrière. Et ça n'est pas détecté, parce que ce n'est pas considéré comme du mal-être. Aujourd'hui, j'en reparlerai un peu à la fin, mais aujourd'hui, on a démontré, et ça c'est tout nouveau, mais par contre c'est très important, le lien entre l'agressivité et l'activation du gène de l'inflammation et de la mort cellulaire programmée. Ça veut dire que des chevaux qui sont en mal-être, on est en train de démontrer le lien entre l'état mental du cheval et sa difficulté à avoir une santé correcte, avec une baisse de performance, avec des coûts derrière qui vont s'ajouter. Donc c'est très important. Donc l'agressivité envers l'humain, je vous ai mis une petite photo, ça peut être des choses très simples. Là, c'est simplement une jument qui va un peu pincer les naseaux et coucher les oreilles. Elle n'est pas en train de la mordre. C'est pas ça qui se passe. Donc l'agressivité, elle n'est pas forcément très expressive. Mais par contre, quand elle est là, il faut s'interroger. Qu'est-ce qui ne va pas chez le cheval? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je reviens sur la dégradation de la relation à l'humain. C'est souvent une source de mal-être pour les chevaux. Alors des fois, la relation elle est dégradée dès le début parce qu'ils sont dans des situations qui ne sont pas confortables pour eux. Du coup, très tôt, la relation à l'humain se dégrade. C'est-à-dire que les chevaux identifient très tôt que l'humain ne leur fait pas de bien, en fait, ne leur apporte pas un confort. Mais il y a aussi des situations qui sont plus pernicieuses. Je vous donne un exemple. C'est l'incohérence, par exemple, d'un comportement humain. C'est-à-dire que vous, en tant qu'être humain, quand vous venez tous les jours, vous dites à votre cheval « je veux que tu te tiennes là ». Ok ? Donc le cheval, il se tient là, il sait, il connaît ce code. Et puis un jour, parce que c'est l'été, vous venez en sandalettes, et là, vous ne voulez plus qu'il se tienne là, mais vous voulez qu'il se tienne là, parce que vous avez peur pour vos pieds. Et puis un jour, vous venez en sandalettes, un jour, vous ne venez plus, un jour, vous venez en sandalettes, etc., etc., pendant des semaines et des semaines. Et le cheval, il finit par plus comprendre où est-ce qu'il faut qu'il soit. C'est confus pour lui. Et rien que ça peut dégrader son état de bien-être. Alors, pas forcément gravement, mais ça va créer de la confusion chez lui et il va plus trop savoir
ce qu'il faut qu'il fasse, et du coup, ça va le mettre dans un inconfort. Donc, potentiellement, il va pouvoir exprimer de l'agressivité dans cette situation-là, alors que vous allez avoir des gens qui vont vous dire « mais je ne comprends pas, il n'a jamais fait ça ». Ben non, il n'a jamais fait ça parce qu'il n'avait jamais été confronté à cette situation-là. Là, on le confronte à une situation qui est trop difficile pour lui, et du coup, il exprime du mal-être en étant agressif. Un autre comportement qui est un signe de mal-être, c'est ce qu'on appelle l'apathie. Alors l'apathie, attention, c'est un signe de mal-être très profond. Aujourd'hui, les scientifiques parlent même de dépression. Des chevaux qui sont apathiques, c'est vraiment grave, il ne faut pas passer à côté. Or, moi-même, avant de faire mes études, je suis passée à côté de tas de chevaux apathiques pour lesquels je pensais que ce n'était pas ça le problème. Alors, un cheval apathique et un cheval pas apathique, il y a deux comportements à distinguer. L'alezan, vous voyez qu'il a les yeux mi-clos, les oreilles pas en arrière, plutôt sur le côté. Et puis la lèvre inférieure qui pend légèrement. Il dort. Enfin, en tout cas, il se repose. La jument, ici, elle aurait presque, si on regarde bien, le même comportement. Et pourtant, il y a une différence notable. Elle a les yeux ouverts et le regard fixe. Et ça, et en plus, elle est tournée vers le fond du box. Bon, lui, en l'occurrence, il est au pré, donc c'est pas tout à fait la même chose non plus. On voit pas bien, mais la lèvre inférieure, elle pend moins. Les oreilles, alors l'angle n'est pas très bon, mais les oreilles sont un peu plus en arrière. Là, vous avez un cheval apathique. Là, vous avez un cheval au repos. Vous voyez à quel point on peut passer complètement à côté. Là, vous avez un cheval qui est dans un mal-être profond, qu'il faut absolument aider. Là, vous avez un cheval qui est juste en train de se reposer. En tout cas, son comportement-là, alezan, n'inspire pas d'inquiétude. Là, oui. Là, moi, en tant que comportementaliste, je m'inquiète. Et en général, des chevaux qui ont cette position-là d'apathie ont d'autres comportements de mal-être que celui-là. Ils peuvent avoir aussi des stéréotypies. En l'occurrence, la jument, là, elle a aussi des stéréotypies. Enfin, elle a un peu tout le panel des comportements de mal-être. Et ce n'est pas une jument qui vit dans une situation qui est particulièrement dégradée. Mais pourtant, elle exprime du mal-être. Donc quand vous voyez un cheval qui va se mettre loin de l'interaction avec les autres, c'est-à-dire plutôt le nez contre le mur, et qui est fait, vous avez l'impression qu'il dort, mais il a les yeux grands ouverts et le regard très fixe, dites-vous que ce cheval-là est en détresse. Et ça, c'est un vrai signe de mal-être profond. Ensuite, on a tout un tas de comportements que moi j'appelle les comportements hyper. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter là parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Mais, par contre, il y en a un que vous voyez très souvent en tout cas, et que vous n'identifiez pas. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Alors, je vais vous montrer les deux comportements. C'est le même cheval, C'est juste pas la même période de l'année et il n'est pas dans les mêmes conditions. Sur la photo, du coup, à droite, alors du coup, je ne sais pas pour la rediffusion directe, mais peu importe, sur la photo dans la nature, où on voit un peu des arbres au fond, il est en comportement, ce qu'on appelle, quand on est comportementaliste et quand on est éthologue, c'est un comportement d'alerte. D'accord ? Donc le cheval à l'encolure assez haute au-dessus du garrot, les oreilles pointées vers l'avant, le regard fixé vers un point, et il regarde quelque chose qu'il a entendu. Là, en l'occurrence, il y avait un sanglier ou un chevreuil dans le pré d'à côté. D'accord ? Ici, vous avez le même comportement, mais celui-ci est problématique. Là, il est au box. J'ai pas de chevreuil, j'ai pas de sanglier dans la cour. J'ai pas d'événement particulier dans la cour qui pourrait faire que ça lui demande d'être dans un comportement d'alerte. Mais il va être comme ça toute la journée ou presque.
Pourquoi ? En fait, il va développer de l'anxiété, parce qu'il est mal. Ce cheval a été enfermé plusieurs mois au box strict, parce qu'il était sous pronostic vital engagé. Et donc, il ne fallait pas qu'il sorte, il était gravement blessé. Et du coup, vous voyez bien que cette petite tête-là, vous l'avez croisée dans plein d'écuries. Tous ces chevaux qui vous regardent comme ça et qui ont l'air très avenants, vous vous dites, ils sont sympas. Et bien en fait, s'ils font ça une fois de temps en temps, c'est pas grave, ça n'est pas du mal-être. Par contre, s'ils font ça toute la journée, c'est du mal-être. Et en l'occurrence, c'est de l'anxiété. Donc c'est pareil, il faut s'en occuper de ces chevaux-là. Il faut les aider à sortir de cette anxiété, ou en tout cas, il faut leur proposer des choses pour qu'ils la manifestent moins souvent, pour qu'ils la ressentent moins souvent. Donc ça, c'est un des comportements de mal-être que vous pouvez observer. Il y en a d'autres, par exemple l'hypervocalisation. Un cheval qui va hennir tout le temps, il faut savoir qu'un cheval, ça hennit normalement même pas une fois par jour. Hein. Donc un cheval qui hennit beaucoup, c'est qu'il y a un problème. Ça, vous l'observez souvent chez des chevaux qui sont grégaires, qui sont séparés d'un congénère, ou qui se retrouvent tout seuls, ou des chevaux qu'on sort en concours, qui ne sont plus dans leur environnement, et du coup, ils hennissent beaucoup. En fait, cet hyper-hennissement, c'est du mal-être. Les chevaux sont en train d'exprimer une anxiété, quelque chose qui ne va pas pour eux. Vous avez aussi l'hyperactivité, donc ça va être des chevaux qui, d'un seul coup, c'est pas d'un seul coup, mais sont toujours hyperactifs. Un cheval, c'est pas hyperactif. Un cheval, c'est très très calme comme animal. Ça broute 15 heures par jour, ça fait un pas toutes les 12 secondes. Ça part pas trop au galop toutes les 5 minutes, ça n'a pas un pas de charge. Donc si ça va trop vite, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc des hyper, il y en a plusieurs. Mais celui-ci, moi j'aime bien le montrer parce qu'il est vraiment représentatif d'un certain nombre de comportements qu'on peut observer au quotidien. Je ne vais pas vous dire merci tout de suite, il y a encore d'autres choses à vous dire, mais j'avais plus d'images à vous montrer. Alors, je voulais aussi vous dire. Alors, pourquoi c'est important de détecter les signes de mal-être ? Parce qu'en fait, ces signes de mal-être, on a montré récemment que ça modifiait énormément de choses dans le corps du cheval. Par exemple, les chevaux qui sont hyper vigilants comme ça vont avoir un microbiote modifié. Avec, en gros, la modification de ce microbiote fait qu'ils vont avoir une réponse immunitaire qui va être moins bonne. Donc potentiellement, ils vont être plus sujets à des difficultés de santé. On peut avoir aussi, on a fait le lien maintenant, entre certains comportements de mal-être et des coliques. On se rend compte que certains chevaux qui ont beaucoup de signes de mal-être sont aussi ceux qui font le plus de coliques. Donc si on arrive à détecter ces signes en avant que ça soit trop grave, on va éviter une colique au cheval. Je fais un dessin, personne n'a envie d'avoir un cheval en colique. Donc c'est vraiment important. Ça va aussi, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va aussi. Donc on a fait le lien, et ça l'étude elle est très récente puisqu'elle est sortie le mois dernier, elle a été présentée. On a fait le lien maintenant entre l'agressivité, l'activation des gènes de l'inflammation et la mort cellulaire programmée. Ça veut dire que les chevaux qui sont agressifs ont une réponse immunitaire, une réponse au stress et une dégradation de leurs cellules plus rapide que les autres. Donc pour la santé du cheval, déjà, pour sa performance et pour son bien-être, c'est négatif. Donc de pouvoir identifier tous ces signes, c'est vraiment important. Du coup, ça veut dire que tous ces chevaux-là, c'est bien qu'ils soient, détectés, ça c'est la première chose, de prendre conscience de ce qui se passe, et deux, qu'ils soient pris en charge. Ici, je vous montre quelques photos, et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à avoir des photos de mal-être. Pourquoi, à votre avis ? C'est pas parce que j'ai pas beaucoup de signes de mal-être autour de moi. C'est parce que les gens pensent que c'est une fatalité, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire,
Et surtout, ils ont tendance à penser que c'est une honte. Et en fait, ça n'a rien de honteux. Comme tout individu, il est possible, à un moment donné, de ressentir du mal-être. Et puis, on est pris en charge et on va mieux. Et pour les chevaux, c'est pareil. On leur impose des conditions de vie qui parfois ne leur conviennent pas. Les signes de mal-être sont juste un signe pour dire « ce que je vis ne me convient pas ». Donc si on détecte ça, on peut modifier les conditions de vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre tous les chevaux au box au pré, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on peut modifier les conditions de vie en adaptant à ce que l'humain est capable de faire aussi, parce que des fois on n'a pas ni les moyens financiers, ni les capacités techniques, tout simplement, de pouvoir faire vivre le cheval dans d'autres conditions, mais pour autant, on va pouvoir aider quand même ces chevaux-là. Donc, en fait, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de chevaux que vous ne pensez qui ont des signes de mal-être. La bonne, c'est qu'il y a des solutions et que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut y arriver. Par contre, si on laisse la situation se dégrader, non seulement on va atteindre le bien-être du cheval, mais on va aussi atteindre sa santé, donc son intégrité physique, et là, ça devient beaucoup plus grave. Moi, je m'occupe beaucoup de chevaux qui sont en convalescence, en guérison, etc. Je vous assure que quand on joue sur le mal-être, la guérison est bien meilleure. Vraiment. Voilà, plusieurs vétérinaires m'ont fait des retours. Quand on prend en charge le mal-être en parallèle d'un traitement thérapeutique, parce qu'il n'est pas question de faire ça sans les vétérinaires, on fait ça avec. Mais quand on travaille bien avec les vétérinaires et qu'on arrive à mettre les bonnes solutions en place, les chevaux vont mieux, les chevaux récupèrent mieux. À la fois plus vite, ils gardent le moral, et c'est beaucoup plus, j'allais dire intéressant, non, mais c'est beaucoup plus efficace de le faire comme ça. Alors, une dernière chose aussi, avant de finir et de prendre peut-être vos questions, c'est que méfiez-vous aussi, parce que là, vous découvrez peut-être les signes de mal-être, et ce qu'on a tous tendance à faire quand on vient d'apprendre quelque chose, c'est qu'on va aller observer autour de nous et on va se dire « Oh, ce cheval-là, il est en mal-être, ce cheval-là, il est en mal-être, ce cheval-là, il est en mal-être. » Faites attention à ça. Moi-même, je l'ai fait, donc je me sens très à l'aise pour vous en parler. Avant d'être comportementaliste, je faisais ça. En fait, ce qui va beaucoup compter sur les signes de mal-être, c'est le contexte. C'est-à-dire que ce que je vous disais déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez un cheval qui exprime ce comportement une fois ou deux dans la journée, mais parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose dans la cour qui l'a interpellé, ça n'est pas un signe de mal-être. Ça devient un signe de mal-être quand c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, sans objet. Donc le contexte va être hyper important quand on va regarder les signes de mal-être. Bon, sur une stéréotypie, j'ai envie de vous dire, c'est une stéréotypie, il n'y a pas tellement de questions à se poser. Mais sur l'agressivité, par exemple, on fait aussi le constat que c'est de l'agressivité, mais on ne peut pas extrapoler, on ne peut pas interpréter en disant « c'est parce qu'il est en mal-être ». L'agressivité, elle est multifactorielle. C'est peut-être pas ça le problème. Tout à l'heure, je donnais l'exemple d'un cheval qui devient agressif parce qu'il a été blessé. Le problème, là, c'est pas du mal-être, c'est de la douleur. Donc, quand on observe le mal-être, il faut toujours essayer de se remettre à la bonne place, de se dire que vit le cheval, qu'est-ce qui se passe dans son environnement direct, et est-ce que c'est bien du mal-être, ou est-ce que c'est autre chose? Et dans ce cas-là, on ne va pas le traiter comme du mal-être. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les signes de mal-être. Alors, il y en a plein, des signes de mal-être. On pourra en discuter en sortant de cette conférence. Moi, je fais aussi des formations là-dessus, alors plutôt pour les professionnels, mais s'il y a des particuliers intéressés, je peux aussi le faire. Mais en tout cas, si déjà vous identifiez ces signes de mal-être, et c'était un peu mon souhait quand on a parlé de ma venue ici à ces journées, c'est que moi, je voulais vraiment vous sensibiliser, que vous puissiez vous dire « Ok, tiens, là, il y a peut-être quelque chose de pas normal.
Après, évidemment, c'est toujours délicat d'aller voir le propriétaire et de lui dire « Dites donc, ton cheval a un problème ». Donc évidemment, je ne vous le conseille pas, ne le faites pas. En tout cas, pas comme ça. Mais soyez attentifs à vos chevaux, parce que le mal-être, ça peut s'exprimer aussi sur un stress qui peut être très ponctuel et que nous, on n'identifie pas comme quelque chose de stressant. En fait, n'oubliez pas, la démarche cheval centrée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à la place du cheval. Dire qu'un cheval, par exemple, qui va ressentir un stress thermique, parce que là, il va faire très chaud, plus vous allez lui demander, je ne sais pas, un voyage en vent, plus vous allez changer de pré parce que c'est mieux pour lui, parce que dans le nouveau pré, il y a plus d'ombre. Pour vous, c'est mieux pour lui, parce que dans le nouveau pré, il y a plus d'ombre, mais pour lui, ça veut dire qu'en plus du stress thermique, en plus du voyage, il a un nouvel environnement à découvrir et ça peut le stresser. Et qu'il y a des chevaux qui sont sensibles et qui, quand il arrive ces 3 paramètres qui, pour vous, ne sont pas des paramètres extrêmement impactants sur le bien-être, et bien pour lui, si. Parce que pour lui, c'est trop dur. Et ça va dépendre de chaque cheval. Il y a des chevaux qui vont très bien s'habituer à ça et d'autres pas. Donc il faut avant tout regarder ce que le cheval dit. Et quand le cheval vous dit quelque chose, essayez de réanalyser le contexte, la situation, et de vous dire, est-ce que moi, je n'aurais pas jugé que le truc était facile, alors que finalement, ce n'était pas si facile. Par exemple, moi, j'ai des exemples en tête comme ça que j'ai vus, c'est on change le copain de boxe. On se dit, c'est pas grave, il le connaît, il a déjà été à côté il y a 3 ans. Oui, mais sauf qu'il était peut-être très attaché au copain de boxe qu'on remplace, et pour lui, c'est un stress. Donc du coup, ça ne va plus. Donc il faut toujours essayer de regarder ça du point de vue du cheval, ça c'est vraiment hyper important. Et puis avoir en tête, c'est au moins ces 3-là, ces 3-4-là, si vous les avez déjà en tête, c'est déjà énorme, puisque quand j'ai posé la question, une seule personne était capable de me répondre que des signes de mal-être. Donc c'est bien que c'est pas vu. Et d'ailleurs, il y a une étude, alors j'en profite, je vais conclure là-dessus. Il y a une étude qui a alors je crois que elle est assez ancienne, je crois que c'est 2006 ou 2008, qui avait interrogé donc des professionnels du milieu équestre. Donc on n'était pas sur des gens qui n'y connaissaient rien. Et quand on leur a demandé est-ce que les chevaux de l'écurie montraient des signes de mal-être, 90% ont répondu que les chevaux n'avaient pas de signes de mal-être. Et quand les scientifiques sont allés voir les chevaux en question, les chevaux exprimaient du mal-être. Pas tous, mais il y avait beaucoup plus de mal-être que ce qui n'avait été détecté chez des gens qui côtoyaient ces chevaux-là tous les jours et qui étaient du monde équestre. Donc il y a une méconnaissance. Donc il n'y a pas d'opprobre à jeter sur qui que ce soit. On a le droit de ne pas savoir. Maintenant, c'est important de prendre conscience qu'on ne sait pas et puis d'apprendre les nouvelles choses. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Et c'est ouvert aux questions si vous en avez. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Peut-être j'ai dépassé le temps. Peut-être il nous reste un peu de temps. 15h35. Alors, il nous reste 10 minutes. C'est ça, non, on avait dit 15h30, je crois, la fin. On a commencé un petit peu en retard. S'il y a une ou 2 questions, je vais les prendre. Et puis sinon, on va s'arrêter pour ne pas prendre de retard à la suite. On voit bien qu'il est à l'écart, il a changé ce pensionnaire, donc c'est toujours le même qui est à l'écart. En fait. Là, j'ai un pur sang, un 7 français, le pur sang est très vieux, 2000 ans, 7 français soumis, et le 3e qui arrive, il est toujours avec le pur sang. Et l'autre est toujours à l'écart. C'est un peu malade, je crois. Alors, la question là, c'est, en gros, il y a 3 chevaux, il y en a un qui est toujours à l'écart. Alors c'est... Alors, le cas de 3 chevaux toujours à l'écart, dans la nature, on observe que les chevaux sont par groupe de 3 ou 4. Donc, le fait qu'ils soient 3 n'est pas forcément un problème. Oui, non, mais c'est une bonne question. Et je vais revenir, alors je vais faire une réponse de comportementaliste, c'est-à-dire une réponse de Normand. Ça dépend.
Non, en vrai, ce qu'il faut regarder, et c'est là où l'histoire du contexte est importante. C'est-à-dire que vous avez 3 chevaux, il y en a un à l'écart. Il faut regarder le contexte. C'est-à-dire pourquoi il est à l'écart, comment il est à l'écart. Est-ce qu'il y a d'autres comportements qui s'expriment entre eux? Et parce que ça se trouve, le fait qu'il soit à l'écart n'est pas un problème pour lui, mais un besoin d'être à l'écart. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas extrapoler ni interpréter. Il y a des chevaux, ils ont besoin d'être un peu plus loin des autres parce que c'est comme ça. Comme nous, on a tous des distances interpersonnelles différentes. Les chevaux, c'est pareil. Donc en fait, il ne faut pas forcément s'alarmer. Mais par contre, je trouve très bien qu'on se pose la question de se dire, il est toujours à l'écart, c'est quand même curieux. Donc on va aller investiguer, on va aller regarder. On va aller regarder son tempérament. Est-ce que c'est un cheval grégaire ou pas? S'il est grégaire et qu'il est à l'écart, moi, dans mon petit cerveau de comportementaliste, va s'allumer une petite lumière. C'est-à-dire que normalement, un cheval grégaire ne se met pas à l'écart. Il va plutôt chercher à être près des autres. Donc là, ça peut être un problème. S'il n'est pas grégaire, on va regarder autre chose. On va regarder est-ce qu'il est à l'écart de loin. Parce qu'il faut savoir que les chevaux ne sont pas des animaux tactiles, donc ils n'ont pas besoin d'être à proximité les uns des autres. C'est-à-dire que s'ils sont à l'écart de 3-4 mètres, pour eux, c'est une distance normale. Quand il y a des mouches l'été, ils sont bien contents d'être à deux. Oui, mais ça, c'est autre chose. Celui qui est tout seul à 3, celui qui est tout seul, il a personne pour chasser les... Oui, alors ça, c'est un autre problème. Mais effectivement, quand ils doivent se protéger des insectes, c'est un autre problème. Mais vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de réponse toute faite, en fait. Il faut aller voir le cheval, il faut aller interroger le cheval, il faut regarder comment ça se passe entre eux. Ça peut être une difficulté du cheval, mais ça peut être aussi un choix du cheval. Et dans ce cas-là, son bien-être reste maintenu. Donc la question, cette jument, en fait, se rapprochait du plus vieux, 26 ans, et du coup, l'autre était à l'écart. Bon, elle est partie, cette jument, elle est passée un cheval. Et là, on a, en fait, le cheval, du coup, le mien, il se retrouve un peu plus avec l'autre. Et par contre, ce petit cheval essaye de pousser l'autre. Ouais, mais il faut vraiment analyser. Alors, donc la question, c'était, je répète pour les personnes en live. Donc la question, c'est en gros, le cheval, il est toujours à l'écart, quel que soit finalement le troisième larron qu'on rajoute. En gros, il est toujours à l'écart. En fait, dans ce cas-là, il faut aller investiguer le tempérament du cheval, 2, les interactions entre eux. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment s'installent les interactions entre eux. Et puis, il faut regarder aussi l'état du cheval. C'est-à-dire que si le cheval, il se laisse pas dépérir en ne mangeant pas, si il n'a pas de comportement de mal-être, peut-être que ça va. Maintenant, s'il a des comportements de mal-être, si on se rend compte qu'il y a des choses qu'il ne fait pas comme un cheval, on va dire comme ça, là, oui, il faut s'interroger. Mais c'est très difficile d'analyser une situation quand on ne les a pas en face et qu'on ne peut pas les observer, ne serait-ce qu'une heure, pour regarder comment ils interagissent les uns par rapport aux autres, quelle est la distance entre eux, quelles sont les affinités entre eux. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai appris quand je suis devenue comportementaliste, c'est que je me trompais complètement sur les affinités des chevaux. Voilà. Donc, il faut en fait regarder tout ça. Mais par contre, moi, je trouve que c'est sain de se poser la question. C'est pas forcément un problème pour le cheval. Il faut aller lui poser la question, il faut aller l'observer. Mais c'est sain de se poser la question. On va s'arrêter là, et si vous avez d'autres questions, on pourra reprendre à l'extérieur, parce que je ne voudrais pas mettre en retard les prochaines conférences. Merci à vous, et merci aux gens qui suivent en direct.